Parler de la révolution de Javier Milei en France, Monsieur Romain Dominati. Merci Mickaël, le meilleur, ça me met un peu la pression. Donc effectivement, j'ai un peu une double casquette ce soir parce que je fais aussi partie de l'aventure The Bitcoin Society avec Éric Larchevêque. Mais je suis ici pour vous parler de quelqu'un que vous aimez tous, enfin j'espère, autant que moi, Javier Milei. L'Argentine est un pays que je connais bien, effectivement, puisque j'y ai vécu 7 ans et j'ai encore un business là-bas. Et c'est un petit peu un morceau d'Europe perdu au bout de l'Amérique latine et qui ressemble à la France dans de nombreux points. D'ailleurs, les Argentins ne se sont jamais cachés de vouloir un peu copier notre modèle. Ils admiraient notre système de santé, notre redistribution sociale généreuse, notre éducation gratuite. En fait, ils enviaient même notre État-providence. Alors, j'ai dit tout cela au passé parce que Milei a réussi l'exploit de guérir les cerveaux des Argentins qui étaient infectés par le collectivisme. C'était une tâche compliquée, mais à force d'insister avec un discours virulent, agressif même parfois, il a fini par faire comprendre aux gens que chacun d'entre nous a le droit de mener à bien son projet de vie et que la liberté offre le meilleur modèle de société. Et c'est grâce à ce changement des mentalités qu'une fois élu, il a pu mettre en place une véritable politique libérale parce que, ça a été évoqué auparavant, les gens avaient été prévenus à l'avance et avaient voté pour ça. Alors les résultats, ils sont extraordinaires. Je ne vais pas vous lister tous les chiffres qui relatent des succès de la politique de Milei. Si vous êtes ici ce soir, vous les connaissez déjà, ou en tout cas, je n'ai pas l'obligation de tous les lister pour vous convaincre que le libéralisme, ça marche. Bon, je vais quand même en citer quelques-uns, peut-être les plus glorieux, parce que ça fait toujours plaisir. Déjà, il a mis fin au déficit budgétaire 1 mois après sa prise de fonction. Donc ça veut dire que quand on cherche à équilibrer un budget sérieusement, on trouve des solutions. Ensuite, le mal chronique de l'Argentine, qui était l'inflation, a été divisé par 10. Le taux de pauvreté, qui avait atteint jusqu'à 50%, est retombé à 30%. Ce sont 2,5 millions d'enfants qui sont sortis de la pauvreté, selon l'UNICEF. Le poids de l'État dans le PIB est passé de 48% à 35%. Et la croissance économique pour les 3 prochaines années est prévue à au moins 4%. Donc les succès sont là. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que Milei n'est pas pris en exemple dans le monde entier? Si ça marche aussi bien, pourquoi tous les dirigeants ne se précipitent pas pour copier ce qui fonctionne? C'est parce que justement, les mentalités avaient changé en Argentine, mais pas ailleurs. Donc il faut, au préalable, réussir à faire changer les esprits. Et c'est ce que je trouvais intéressant d'évoquer avec vous ce soir, c'est comment il a fait pour mener cette fameuse bataille culturelle dont on a beaucoup parlé. Quels sont les enseignements de Milei pour gagner cette bataille culturelle? Premièrement, il n'a pas hésité à dire la vérité. Il a vite compris que la vérité peut gagner si elle est présentée de forme attrayante, qu'elle soit un peu cool. Qu'elle soit énoncée de manière authentique, sincère, parce que les gens en ont marre du politiquement correct, et que dire la vérité plutôt que d'entretenir des mensonges faciles et confortables, c'est la seule façon de détruire les mythes collectivistes et socialistes divers et variés. Par exemple, en France, on ne devrait pas avoir honte de dire que dans un pays comme le nôtre, où la fiscalité est déjà très élevée, augmenter les impôts, non, ça ne va pas augmenter les recettes fiscales. Ou de dire que non, la France n'est pas un enfer néolibéral. Ou encore, si le capitalisme libéral est le meilleur modèle pour sortir les gens de la pauvreté, ça ne peut pas être un modèle injuste. Donc, il faut faire comme a dit Milei, ne jamais laisser 1 millimètre aux gauchistes. Ça, c'est le premier enseignement.
Ensuite, il faut des bases idéologiques inébranlables pour mener une bataille culturelle. Milei se repose beaucoup sur la littérature de l'école autrichienne d'économie. Donc il cite très souvent les auteurs tels que Mises, Hayek, Rothbard. C'est une chance de pouvoir mener tous les gens qui sont intéressés par les idées de la liberté vers ses écrits, parce que ça forme ensuite des militants qui sont convaincus et qui sont déterminés. Et en France, on a un auteur idéal pour initier les gens à la liberté, c'est Frédéric Bastiat, qui est simple, limpide, très clair. Il devrait être enseigné dans tous les lycées. Donc c'est une porte d'entrée très facile vers le libéralisme. Il faut l'encourager, même s'il est mort. Ensuite, la bataille culturelle, elle se mène sur plusieurs fronts. Et ça, on a beaucoup de retard, parce que la gauche l'a compris depuis de nombreuses décennies. La bataille culturelle, ce n'est pas que les journaux d'économie ou les plateaux politiques. C'est aussi les séries, les films, la musique, l'éducation, les débats philosophiques, les salons de la haute société comme les quais de la gare. Partout, il faut mener la bataille culturelle. Milei, il a été professeur d'université, auteur de livres à succès, chroniqueur radio, chroniqueur TV, acteur de théâtre, acteur dans des mini-séries, saltimbanque de rue, chanteur de rock et orateur à Davos. Donc il a vraiment mené la bataille sur tous les fronts, parce qu'il avait compris qu'il fallait ce faisceau culturel puissant pour changer un peu les valeurs de notre société, déplacer cette fameuse fenêtre d'Overton, changer en fait la place qu'a l'individu dans la société. Et ensuite seulement, il pouvait appliquer sa politique libérale. Et enfin, ça a été évoqué également ce soir, je pense qu'il ne faut pas être sectaire. Les petites querelles entre différents courants libéraux, ça n'intéresse personne, à part nous. Et donc, oui, Milei, il n'a pas hésité à faire alliance avec une figure conservatrice qui est aujourd'hui sa vice-présidente. Bon, il s'est fâché avec elle après, mais d'abord il a gagné, ensuite il s'est fâché. C'est quand même plus logique. Aujourd'hui, on ne peut pas se couper d'une partie de la population sous prétexte qu'ils ne seraient pas assez libéraux. On devrait encourager au contraire toute personne qui veut baisser la dépense publique, baisser le poids de l'État. On devrait les applaudir. Ça vaut pour les politiques, mais ça vaut aussi pour le peuple. C'est-à-dire, on ne peut pas se couper d'une partie de nos soutiens potentiels sous prétexte qu'ils seraient naturellement plus enclins à valider le poids de l'État ou la redistribution publique. Parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, de retraités, de gens qui sont bénéficiaires nets de la redistribution publique. Mais même ces gens-là, il faut leur expliquer qu'ils auraient tout à gagner à vivre dans un pays plus libre, dans un pays plus prospère, que tout le monde serait plus riche si on adoptait un modèle de liberté. Si on ne leur parle pas, on a perdu d'avance, on se tire une balle dans le pied. Donc ça, c'est les 4 enseignements principaux de Milei pour gagner cette bataille. Aujourd'hui, on est quelques centaines réunis ici. Mais si on martèle sans relâche que la solution, c'est moins d'impôts, moins de normes, moins de bureaucratie et plus de liberté, on finira par être entendu. Parce que finalement, notre ennemi à tous, notre adversaire qui est omniprésent mais qu'on ne voit jamais vraiment, qui nous opprime tous dans cette salle ou en dehors, c'est l'étatisme à la française. Il faut se défaire de ce modèle-là. Pour que les gens comprennent enfin qu'un individu qui veut simplement mener à bien son projet de vie librement, sans empiéter sur celui de son prochain, il devrait être motivé tous les matins pour dire une seule chose: vive la liberté! Reste avec le micro. J'ai une petite surprise pour toi. Tu étais le dernier intervenant, mais je vais faire un petit mot de conclusion avant, que nous puissions nous séparer, vous libérer. Mais
m'étais fait un petit défi, on s'était dit si on réussit cette soirée, qu'on arrive en plus à remplir les balcons, et je sais qu'il y a du monde au balcon. Merci beaucoup pour votre présence. Je vois que les blagues graveleuses font toujours rire, je suis content. Non, je voulais faire un cadeau à Romain Dominati, qui est vraiment le spécialiste de la Révolution Millet. Et selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire comme cadeau? Bon, bah, je vous écoute alors. Tronçonneuse bleu, blanc, rouge pour notre ami Romain Dominati. Elle n'est pas chargée, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Elle est lourde, hein, c'est une vraie, non? C'est une vraie. C'est une mini, mais c'est une vraie. Non, et l'idée, c'était surtout de pouvoir un peu démystifier le mythe autour de la tronçonneuse. On entend des gens, mais je sais d'ailleurs qu'il y a des journalistes qui sont parmi nous et qui ont interviewé un certain nombre de nos speakers en disant mais vous voulez la tronçonneuse, c'est violent la tronçonneuse, etc. Non, regardez. Et est-ce que c'est violent? Est-ce que tu peux nous expliquer du coup à quoi a servi justement la tronçonneuse pendant la campagne de Ravière-Millet? Oui, non, au contraire, c'est pas violent, c'est un symbole d'espoir. C'est pas du tout sanguinolent ni rien de tout ça. C'est justement un élément essentiel de la bataille culturelle. Milei, génie marketing, il a identifié la tronçonneuse pour bien symboliser qu'on a besoin d'un outil puissant pour couper les chaînes étatiques. Donc ramenons-la en France, hein. Elle est vraiment sympa cette tronçonneuse bleu blanc rouge. Merci beaucoup Mickaël. Je t'en prie, merci beaucoup. En petit mot conclusion, déjà je voudrais vous remercier chacune et chacun.